Gwen de Winouche, Amir Kadir, merci d'être avec nous. Oui. Pourquoi était-il important de mettre sur pied une telle organisation et quel est selon vous le plus grand défi pour la cellule de crise? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que si cette crise est si importante, c'est parce qu'elle menace réellement l'ensemble des communautés humaines et surtout les populations les plus vulnérables sur le plan de la santé. Et tout le monde est d'accord à commencer par les communautés Innu elles-mêmes, qui ont beaucoup de problèmes de santé, notamment liés par exemple au diabète, pour n'en nommer qu'un, qui fait en sorte que les communautés autochtones sont particulièrement vulnérables si jamais l'infection au COVID, l'infection au coronavirus se propage dans ces communautés. D'où l'importance d'agir de manière spécifique, adaptée à la réalité, aux réalités des communautés autochtones en général, puis dans le cas des communautés Innu, et donc les chefs, les intervenants en santé, Dr Stanley Volant, ont réuni un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai été invité par Dr Volant, il y a aussi le Dr Stéphane Trépanier de la santé publique, pour monter une réponse qui fasse en sorte que non seulement ça soit mieux adapté aux réalités locales, mais aussi pour que les communautés Innu soient partie prenante à la fois de la réponse, mais aussi des solutions à venir. Il y a un certain nombre de solutions innovatrices qui ont été mises en place, notamment le fait d'avoir des aires de confinement communs en dehors des maisons qui ont par la suite été utilisées ailleurs. Donc, je pense que c'est très important de constater que cette prise en charge par les communautés elles-mêmes a des effets bénéfiques pour l'ensemble de la société. Ben, il y avait de la prévention, il y avait beaucoup de prévention d'après ce que j'ai lu. Puis, qu'est-ce que la cellule de crise stratégique de la nation Innu a fait pour ces communautés et qu'apporte-t-il comme résultat? Disons que la prévention est au cœur parce qu'on n'a pas encore de traitement, on n'a pas de vaccin. Le vaccin peut prendre beaucoup de temps. Donc, la seule manière qu'on peut se défendre adéquatement contre cette maladie, c'est d'instaurer un certain nombre de mesures d'isolement qui passent par les distanciations sociales dont tout le monde a entendu parler, les distanciations physiques. Et ça a été, mise en application avec énormément de sérieux et de rigueur par les chefs autochtones, par les autorités locales, en s'assurant que les allées et venues étaient très restreintes, puis tout le monde est à la maison et applique un certain nombre de mesures. Mais au-delà de ça, il a fallu prévoir les centres de prélèvement pour les personnes qui sont suspectées, de prévoir des centres de confinement dans plusieurs endroits. Il y a des hôtels ou des motels ou des résidences qui ont été identifiés pour que si jamais il y a des cas dans des familles où ils sont nombreux à la maison, on puisse sortir ces personnes-là et les mettre en isolement par rapport aux autres. Qu'en est-il des orientations en ce qui concerne la chasse et la pêche? Je pense que c'était une préoccupation qui était très justifiée. Plusieurs des responsables qu'on a entendus, le chef Mackenzie, le chef Pietacho, à de nombreuses reprises, ont souligné le danger que représentait de vouloir absolument s'adonner à cette pratique coutumière, à cette pratique ancestrale qui a, bien sûr, moi je suis un non-autochtone et je ne m'y connais pas beaucoup, mais je peux prendre la mesure et deviner à quel point c'est central dans l'identité même des peuples autochtones, les nations Innu. Mais la situation actuelle est une situation tout à fait exceptionnelle. On interrompt toutes sortes de choses qui sont dans les us et coutumes de tous les peuples, que ce soit les peuples nord-américains, européens, asiatiques. Tous les peuples, toutes les nations ont pris des décisions radicales quant à leur réalité, quant à leurs habitudes. On peut comprendre que si la chasse et la pêche, c'est central dans l'identité Innu, aller dans le café du coin et jaser avec des amis pour un Italien, puis prendre un expresso, c'est aussi important dans leur identité. Mais tout ça, on l'a interrompu. Je pense qu'on a une responsabilité commune. Je suis sûr que beaucoup de gens se posent des questions, mais quand est-ce que ça va finir? Là-dessus, l'équipe stratégique réfléchit. On est supposé élaborer un plan pour que les choses se fassent de manière désordonnée, pour ne pas agir trop précipitamment, puis en voulant absolument retourner à la normale, ensuite se ramasser avec d'autres problèmes qui fassent que ça prolonge les mesures exceptionnelles qu'on a prises qui limitent nos activités. Mm-hmm. Beaucoup de personnes vous connaissent depuis votre implication en politique avec Québec solidaire. Comment cette expérience vous a-t-il apporté dans votre rôle actuel? En tant que porte-parole, j'ai été amené à avoir des liens avec
avec Ghislain Picard à titre de chef de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, toutes ces expériences ont fait que dans des luttes communes, dans des dossiers communs, on a appris à se connaître. Je sais que d'élection en élection, en particulier les Premières Nations, nous donnent un appui, parfois jusqu'à 2 fois l'appui général dans la population. Donc, ça traduit la reconnaissance réciproque de part et d'autre du fait que Québec solidaire a un souci très grand des droits des peuples autochtones. Et tout ça fait en sorte que, bon, quand Stanley a pensé à la cellule, puis a évoqué mon nom auprès de la table des personnes consultées, ben, les gens ont accueilli ma participation. Puis moi, ça m'honore énormément. J'y trouve énormément de... Ça me stimule et puis ça me permet de faire plus ample connaissance avec tous ces amis répartis sur le territoire. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Sylvie.